Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la notion d'équilibre et plus précisément la notion d'équilibre chimique. Alors pour démarrer, je vais vous présenter une réaction, une expérience. On prend une solution de chlorure de sodium saturé, donc c'est-à-dire que dans un berlin, je dissous le maximum de NaCl et encore plus. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc me retrouver avec une solution et au fond de cette solution, je vais avoir du chlorure de sodium solide qui n'est plus capable de se dissoudre dans l'eau. C'est ce qui est présent ici. Alors, on rajoute encore du chlorure de sodium solide en plus, donc on va se dire, non, il ne va pas se dissoudre, mais celui qu'on rajoute, il est radioactif. Comme ça, on va pouvoir en fait détecter sa présence dans l'eau, si il passe de solide à la phase aqueuse ou pas. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est caractérisé par la couleur rouge. On remarque que le NaCl radioactif, qu'on a introduit sous forme solide quand la solution était à saturation, se retrouve bien dissous dans l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction continue même si elle est à l'équilibre ou si elle avait atteint son niveau de solubilité. Donc un équilibre suppose que des processus opposés se produisent à des vitesses égales. Donc ici, quel est le processus? Le processus, c'est le processus de dissolution de NaCl de solide sous forme aqueuse et la précipitation de NaCl aqueux sous forme de NaCl solide. C'est le processus réversible. Alors, on va s'intéresser maintenant, donc ça c'est pour introduire cette notion d'équilibre. Donc qu'est-ce que j'ai voulu expliquer? C'est qu'à l'équilibre, il y a toujours réaction, d'accord, dans un sens et dans l'autre, et que, en fait, comme le dit la définition, un équilibre suppose que des processus opposés se produisent à des vitesses égales. Alors maintenant, si on prend une expérience, par exemple, je vais prendre comme expérience une réaction chimique encore, hein, qui est la décomposition de HI en H2 plus I2. Alors, on va mettre ça sous forme gazeuse. Je vais l'équilibrer, que voici. Alors, on va faire, vous voyez ici, je représentais différentes expériences. Et l'expérience numéro 1, qu'est-ce que je remarque? C'est que je vais étudier l'évolution de la concentration du réactif, HI, en fonction du temps. Si je m'occupe du réactif, et alors en rouge on a les produits, si je m'occupe du réactif, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai démarré avec une concentration réactive de 1 mol par litre et que cette réaction a diminué au cours du temps pour atteindre une concentration de 0,786 mol par litre. Et cette concentration, je peux attendre tout le temps que je veux par la suite, elle n'évoluera plus. Si maintenant je regarde mes produits, je remarque qu'au temps 0, j'avais une concentration de 0 mol par litre. Et après un certain temps, quand la solution est à l'équilibre, la réaction est à l'équilibre, il me reste j'ai une concentration de H2 et de I2 qui est égale à 0,107 mol par litre. Donc, je vois qu'à TE, au temps d'équilibre, les concentrations n'évoluent plus. Mais, comme on l'a vu dans l'expérience précédente, c'est pas pour ça que j'ai pas du HI qui se décompose en H2 et I2. Mais à chaque fois que j'ai 2 moles de HI qui se décomposent en H2 et I2, j'ai la réaction inverse qui se produit, si bien que mes concentrations ne varient plus au cours du temps. La seconde expérience, ici, j'ai fait le contraire. J'ai démarré avec une concentration de H2 et de I2. Donc, on avait une concentration de 1 mol par litre en H2 et en I2 et 0 mol par litre en HI. La réaction, elle a été de gauche vers la droite. Pour arriver, après un temps
TE, un temps d'équilibre, à des concentrations. Alors, on remarque que ces concentrations sont légèrement différentes. On voit bien qu'elles sont doublées. Hein. D'accord. Troisième expérience, je me dis, je vais démarrer avec la même concentration de H2, de I2 et de HI. Là, il ne se passera rien. Ils sont tous à la même concentration. Eh ben, si, qu'est-ce qui se passe? On a quand même une évolution des concentrations au cours du temps, bien entendu, comme d'habitude, jusqu'à un temps d'équilibre où mes concentrations n'évolueront plus. Donc, ça vous montre que, qu'importe la situation de départ, les concentrations vont évoluer jusqu'à arriver aux concentrations d'équilibre. Et à ce moment-là, elles ne vont plus varier. Je remarque également que la vitesse d'apparition de HI ou de disparition de H2 pour l'expérience 2 est exponentielle, c'est-à-dire qu'elle va augmenter et diminuer très rapidement au début et ensuite elle va tendre à ralentir au cours du temps. Alors, comme mes concentrations à l'équilibre sont constantes pour une réaction donnée à une température donnée, je vais pouvoir exprimer ce qu'on appelle un Kc. Ça signifie que c'est une constante en fonction des concentrations molaires. Donc, la constante pour la réaction, ici au-dessus, le Kc, équivaut à la concentration de I2 à l'équilibre, multiplié par la concentration de H2 à l'équilibre, divisé par la concentration de HI au carré, que j'ai oublié, à l'équilibre. Et ça vaut 1,84 10 exposant moins 2 pour une température de 698 Kelvin. Si maintenant je prends une autre réaction, par exemple, non, je faisais la même, c'est celle qu'on a faite, oui. Donc voilà. Voilà. Si je prends maintenant une autre réaction, c'est-à-dire la réaction du monoxyde d'azote avec du dioxygène, pour former du dioxyde d'azote, j'ai aussi un Kc, donc une constante d'équilibre exprimée sous la forme de concentration molaire. Et je remarque quoi? Que les réactifs N2, NO, ils arrivent en bas, au numérateur, tandis que les produits apparaissent en haut, au dénominateur. Le contraire, les produits apparaissent au numérateur, les réactifs au dénominateur. On va y arriver. Alors, je remarque également que le coefficient stéchiométrique, ample 2, se trouve en exposant, c'est-à-dire que c'est la concentration de NO2 au carré. Donc, pour faire simple, si j'ai une réaction de type A1 qui est plus BB plus ATACC, etc., qui va produire GG plus HH, ma constante d'équilibre, Kc, elle vaudra égale à la concentration de GG exposant G fois la concentration de H exposant H divisé par la concentration de A, du réactif A, exposant son coefficient stéchiométrique, fois la concentration à l'équilibre, à toujours mes concentrations, du réactif B, exposant B. D'accord? Donc, rien de très compliqué, mais il ne faut pas oublier qu'on met les coefficients stéchiométriques en exposant. Voilà. Et l'autre chose, c'est que on a les produits qui vont au dénominateur,
la fois les réactifs qui vont au dénominateur et les produits qui vont au numérateur. Également, c'est mu fois et pas plus entre les deux. Donc c'est un produit. Alors, un petit tour de passe-passe pour les constantes d'équilibre dans le cas des gaz, pour les relier entre Kc et Kp. En fait, les constantes peuvent être exprimées pour les gaz sous forme de pression ou sous forme de concentration. Donc, quand on les exprime sous forme de pression, ça revient au même. C'est la pression partielle du composé A exposant son coefficient stéchiométrique. Alors, ce qu'on va chercher, c'est la relation entre Kp et Kc. Et en fait, on ne l'a pas encore vu, on le verra après les pressions. Finalement, je me suis dit qu'on allait faire ça. On a la loi des gaz parfaits qui dit que la pression fois le volume, c'est égal à N, donc le nombre de moles, fois R, la constante des gaz parfaits, fois la température. Pour rappel, on a également que la concentration, c'est égal au nombre de moles sur V. Donc on peut en déduire que la pression, c'est égal au nombre de moles sur V fois RT, c'est-à-dire que c'est égal à la concentration fois le nombre de moles fois, fois R fois T. Donc de là, on peut dire que, par exemple, si j'exprime ici on part de Kp, donc si j'exprime mon Kp pour ceci, le Kp, ça va être la pression de NO2 au carré divisé par la pression de O2 fois la pression de NO au carré. Maintenant, je peux exprimer que la pression de NO2 c'est égal à le nombre de moles de NO2 divisé par le volume fois R fois T, c'est-à-dire que c'est la concentration à l'équilibre de NO2 fois RT. Je fais la même chose pour l'oxygène et pour le monoxyde d'azote, pour le NO, et je peux remplacer tout ça dans Kp. Donc on va voir que Kp c'est égal à la pression de NO2 fois RT au carré. Je vais mettre comme ça sera plus joli. Divisé par la concentration du dioxygène fois RT fois la concentration de NO fois RT au carré. Donc, on peut simplifier le RT et le RT, et je vais avoir que c'est égal à la concentration de NO2 au carré divisé par la concentration de O2 fois la concentration de NO au carré fois 1 sur RT. Donc c'est-à-dire que c'est égal à Kc divisé par RT dans ce cas-ci. D'accord? Donc en fait, j'ai juste remplacé la pression par la concentration fois RT. Pour un gaz, il y a cette relation qui existe. Donc on peut voir ça de façon générale. Donc c'est-à-dire que Kp c'est égal à Kc fois RT exposant la différence du nombre de moles, les différences du coefficient stéchiométrique du nombre de moles de gaz entre les réactifs et les produits. Donc l'exposant delta N gaz représente la variation du nombre de moles lors de la formation des produits, la réaction directe, c'est-à-dire que c'est G, le coefficient stéchiométrique G, plus le coefficient stéchiométrique H du gaz.
moins le coefficient stéquiométrique A plus le coefficient stéquiométrique B. Si on prend ça pour la réaction qu'on avait ici, bon, on avait bien, vous voyez, 2 moins 2 plus 1. Donc c'était égal à moins 1, d'où c'était RT exposant moins 1. Et c'est bien ce qu'on a à ce niveau-ci. Donc voilà, c'est une petite démonstration amusante. Alors, comment écrire les constantes d'équilibre KC et KP? Qu'est-ce qui rentre dedans? Qu'est-ce qui rentre pas dedans? En fait, il y a deux choses. Il y a les solides, n'interviennent pas puisque un solide n'a pas de concentration molaire ou de pression, et ce qu'on appelle les liquides purs, c'est-à-dire les solvants. On va voir ça. Donc, pour vous, c'est beaucoup l'eau. Donc, je vais prendre une réaction qui est la réaction du carbonate de calcium qui va se décomposer en oxyde de calcium plus du CO2. Qu'est-ce que je remarque? C'est que j'ai un solide et un solide. Et ici, j'ai un gaz. Je peux calculer KP ou KC, ça revient au même. On va faire KC, ça va être égal à la concentration en CO2. Hop là, j'ai oublié mon C. Je n'introduis pas la concentration en oxyde de calcium puisque c'est un solide, il n'y a pas de concentration. Et je ne divise pas par la concentration en carbonate de calcium puisque c'est un solide. Donc KC, je vais quand même les noter, allez, fois la concentration divisé par la concentration en CaCO3. Ça, je n'introduis pas car solide. Donc les solides n'ont pas de concentration. L'autre exemple, qui est donné ici plus haut, c'est une réaction entre de l'ammoniac, NH3, dissous dans de l'eau, aqueux, plus de l'eau. Donc l'eau, c'est le solvant et le réactif. À ce moment-là, il est difficile de déterminer la concentration de l'eau dans l'eau. Donc, je ne retrouve plus la flèche, voilà. Donc, en fait, ça ne va pas intervenir dans les constantes d'équilibre puisque les variations sont infimes. Ici, si je veux calculer mon KC, ça va être égal à la concentration en ion ammonium, NH4+, fois la concentration en OH-, divisé par la concentration en NH3. Et la concentration en H2O liquide, elle n'intervient pas car c'est le solvant. Voilà pour les deux cas, les solides et les liquides, entre guillemets. Vous voyez, j'ai un petit L comme ça dedans. Donc ça veut dire que c'est sous forme liquide, c'est le solvant. Alors, dernière partie, ça va être la signification des constantes d'équilibre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie si la constante d'équilibre est élevée ou si elle est très faible. On va prendre une première réaction qui est une réaction entre le dihydrogène et le dioxygène pour former de l'eau. En fait, cette réaction est possible, sans problème, mais elle a une constante d'équilibre qui est très grande. Elle est de 10 exposant 83. Donc pour arriver à quelque chose d'aussi grand, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que 1 soit divisé par des valeurs de pression qui sont très faibles. Donc,
pour avoir une valeur aussi grande, on doit diviser par quelque chose de très petit. Donc c'est-à-dire que la réaction n'a pas lieu à cette température-là. Ça, c'est pour une constante qui est très élevée. Donc en fait, ce que je voulais dire, hein, c'est que ici, pour avoir une valeur très importante, il faut que les pressions soient très petites. C'est-à-dire que la réaction est quasi totale. Tout l'hydrogène et l'oxygène vont réagir ensemble pour former de l'eau. Donc on doit avoir des pressions qui vont être égales à, je sais pas moi, 10 exposants moins 20, d'accord, kilopascal. Donc c'est-à-dire que l'entièreté de H2 et de I2 sera quasi consommée, il restera plus rien. D'accord. Donc ça, c'est une réaction qui est très fortement déplacée vers la droite. On peut dire que c'est une réaction qui est relativement complète. Si maintenant on prend le cas contraire, qui est la décomposition du carbonate de calcium, c'est-à-dire des pierres calcaires en oxyde de calcium et en CO2 à la température ambiante, on voit que la constante est très petite. Donc, si j'écris mon KC, ça va être égal à 1 à la pression de CO2. C'est-à-dire que on va avoir que cette pression sera de 1,9 10 exposant moins 21 kPa. C'est une pression ridiculeusement faible, donc la pierre ne va pas se décomposer de façon importante au cours du temps. Bien entendu, l'oxyde de calcium, CaO, c'est de la chaux vive, c'est comme ça qu'on la produit, mais on le fait à 1300 degrés Kelvin, c'est-à-dire dans des fours à 1000 degrés, et à ce moment-là, on a une constante, Kp, qui sera plus ou moins égale à 1. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va produire autant d'oxyde de calcium que ce qu'on a de carbonate de calcium dans le four. Donc ça va se produire à moitié-moitié. Donc on va avoir une réaction qui aura lieu. Donc pour rappel, si j'ai des K1, des K, si Kc est très grand, la réaction directe est complète. Si Kc est très petit, réaction directe est quasi inexistante. Et si on est entre les deux, ben, la réaction a lieu, pas de façon phénoménale, mais elle a quand même lieu. C'est pour la dernière situation. Donc voilà pour la première partie. On va se retrouver pour une seconde vidéo où je vais vous expliquer 2 exercices.